Kaoranui. Pourquoi j'ai choisi de vous parler de résilience? Parce que d'abord, ce mot me plaît. Dans résilience, j'entends résistance. Et puis, j'en ai été le témoin actif de cette résilience aux îles Marquises, plus précisément à Nuku-Hiva, où je vis depuis 1981. Alors, qu'est-ce que c'est la résilience? Physiquement, c'est l'aptitude d'un corps à résister à un choc. Pour un peuple, c'est l'aptitude, une communauté résiliente, elle apprend à s'épanouir, à se développer, malgré le traumatisme ou la catastrophe. Quand je suis arrivée aux Marquises, les premières fois où j'ai visité les sites culturels, historiques, ils étaient à l'abandon. J'étais révoltée. Mais avant que je vous parle de ce long processus, pour moi et pour ce réveil identitaire marquisien, il y a une question qui m'a interpellée. C'est celle d'un de mes frères qui vit à Tahiti, qui m'a dit « Pourquoi les Marquisiens sont-ils si fiers ?» Et là, je lui ai dit « Mais ils sont si fiers parce qu'ils reviennent de loin. Ils ont failli disparaître complètement. C'est normal qu'aujourd'hui ils soient fiers. » Donc je vais juste vous rappeler, faire un bref historique des 3 dates qui ont marqué les Marquises en termes de dépopulation. En 1774, quand le capitaine James Cook fait un bref voyage autour des Marquises, rien qu'en dénombrant le nombre de pirogues doubles dans les baies qu'il a pu longer, il estime la population entre 80 et 100 000 habitants. Un siècle plus tard, en 1842, il n'en reste plus que 20 000. 20 000 parce qu'il y a eu tous ces contacts avec les baleiniers, les santalés, les boucaniers, enfin tous ceux qui ont touché les Marquises avec leur lot de maladies, d'armes, d'opium. Et en 1926, il ne reste plus que 2094 habitants pour l'ensemble des Marquises. C'étaient les derniers survivants, ceux qui avaient résisté. Donc, quand on voit cette dépopulation, on se dit comment ils ont réussi à arriver jusque-là. Souvent, mon mari, Lucien Kimitete, qui était un grand leader culturel et politique, avait l'habitude de citer cet exemple. En 1912, quand les grands chefs marquisiens se réunissent à Tarouata, ils se posent cette terrible question. Pourquoi mourrons-nous? Et ils arrivent à cette conclusion. Nous mourrons parce que nous ne dansons plus. Parce que nous ne dansons plus. Et il se passe des années, jusqu'à ce qu'en 1972 a lieu le premier festival des arts du Pacifique, créé par les premiers pays indépendants du Pacifique, donc à Fidji. Eux aussi s'interrogent sur leur culture. Eux aussi ont besoin de se retrouver. Et donc, ce festival a un succès énorme et il se produit toujours depuis 1972, tous les 4 ans, dans les 3 aires culturelles, mélanésiennes, polynésiennes et micronésiennes. En 1985, quand ça a lieu à Tahiti, une délégation marquisienne s'y invite. Et le président de notre association culturelle, Toti Teikihupoko, s'en inspire. Il voit ce festival comme une formidable opportunité de se retrouver, de partager la culture marquisienne entre eux, pour les Marquisiens, par les Marquisiens. Et donc, avec d'autres meneurs culturels, ils vont sillonner toutes les vallées pour demander à participer à ce matava'a. Matava'a, ça veut dire les yeux, va'a, ouvrir, donc l'éveil des Marquises, matava'a o tehenua e nana. Et ça n'a pas été facile, parce qu'il fallait convaincre les anciens
de transmettre les danses, les chants, les savoir-faire. Et eux répondaient à nos meneurs culturels, pourquoi voulez-vous faire ça? Ce sont des rites païens. Vous n'allez pas remettre des rites païens. Pourquoi voulez-vous réhabiliter les sites? Nous les avons abandonnés parce que nous ne voulons plus de ces rites païens. Et à force de persuasion, le premier festival a lieu à Wapo en 1987. Alors, pour la petite anecdote, Nuku-Hiva s'y rend, comme Hiva-Oa, comme Fatu-Hiva, 3 îles seulement, avec Wapo évidemment, 4 îles sur 6, se retrouvent à ce festival. Et la délégation de Nuku-Hiva y va avec seulement 30 personnes, 25 hommes, pratiquement tous des artisans, chacun avec une sculpture dans la main, et 5 femmes. Et là, pour nous, notre délégation de Nuku-Hiva, on voit les autres en costume traditionnel et on a la honte de notre vie. Et c'est le premier choc culturel pour nous. Et là, parce qu'en fait, notre président, le président de notre association, n'y croyait pas. Pour lui, c'était une réunion de Moturaka, donc de notre association, et on n'avait pas préparé de chant, on n'avait pas préparé de danse. Donc la veille de l'ouverture, il nous fait chanter et il va acheter un pareu pour tout le monde, pour toutes les filles. Et donc on est les 5 filles. D'ailleurs, j'ai une amie dans la salle qui était là aussi. Et on est 5 filles avec des pareux, des t-shirts, et les hommes sont en pantalon et en tricot. Et les autres sont en costume traditionnel. Et donc lors de notre dernière réunion, nous insistons tellement auprès du comité organisateur en disant « Le prochain Matava'a, c'est chez nous, c'est à Nuku-Hiva ». Or, dans la légende marquisienne, normalement, c'était Hiva-Oa. Mais nous étions tellement blessés de ne pas avoir participé comme il faut, il fallait que ce soit notre revanche culturelle. Et donc, en 89, nous organisons le second Matava'a à Nuku-Hiva. Et puis, on a tiré les leçons à chaque fois. C'est-à-dire que la première fois, c'est sur un terrain de foot. Et la deuxième fois, on a dit non, on fera ça sur un site. On fera ça sur un site culturel. Donc, dès qu'on est rentré, on a commencé à travailler et à réhabiliter un des pépés, donc une plateforme traditionnelle, en Tohua, qui est le lieu de festivité pour toutes les marquises. Et on a pu donc réaliser ce Matava'a. Il a lieu maintenant tous les 2 ans sur les petites îles et tous les 4 ans sur les grandes îles. Donc, cette année, en décembre 2019, aura lieu le Matava'a de Wapo sur le thème « Comment la culture peut-elle contribuer à préserver et protéger l'environnement ?» À ce Matava'a s'ajoutent également d'autres aspects, bien sûr, d'autres réveils. C'est le tatouage. Le tatouage avait été interdit aux marquises par un code qui s'appelait le Code d'Ordillon en 1863. Donc il se passe plus d'1 siècle. Plus personne ne se tatoue. Et puis là, avec ce Matava'a, il y a un réveil. Et là, les jeunes commencent à se tatouer. Plus les jeunes. La preuve, c'est que mon mari, il n'était pas tatoué, et il s'est tatoué qu'en 95. Donc c'est pour vous dire que leur ancienne génération ne se tatouait pas parce que c'était mal vu, mal interprété, et surtout l'Église était contre le tatouage. Donc, de plus en plus, les jeunes se tatouent le corps, mais aussi le visage, pour affirmer leur culture, leur âme culturelle retrouvée. Et même ceux qui ne sont pas marquisiens, comme moi, nous aussi, nous tatouons. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, personnellement, j'ai trouvé mes racines là-bas. En épousant un marquisien, j'ai trouvé mes racines. Ça m'a pris 15 ans quand même. J'ai commencé par le tatouage sur le pied. Et aujourd'hui, je le porte sur la main parce qu'elle est avec moi. Il est avec moi tout le temps. Mon mari m'a montré le chemin. Lui qui s'est tellement battu pour sa culture marquisienne,
Il faut savoir que quand il était jeune, il avait honte de dire qu'il était marquisien. Parce que quand on venait à Tahiti, les marquisiens n'étaient pas bien considérés. C'était des Hotupainu. C'était des gens qui n'avaient pas de terre. C'est des gens qui vivaient voilà, dans des quartiers et puis ils étaient mal considérés. Je vais même vous dire, quand je suis partie aux Marquises, ma grand-mère paternelle m'a dit surtout tu ne reviens pas avec un marquisien. Parce qu'ils avaient des a priori sur cette culture, sur les marquisiens. Et puis c'était un archipel éloigné, perdu. Aujourd'hui, avec ce réveil identitaire, j'entends les jeunes me dire, eux, ça fait 32 ans. Donc ils ont grandi avec ce réveil identitaire. Ils pensent que ça a toujours été là, qu'il y a toujours eu les danses, les chants, que les sites qui aujourd'hui, enfin qui hier étaient abandonnés, sont aujourd'hui tous réhabilités, parce qu'à chaque Matavaa, on essaye de réhabiliter le site, de le rénover, de l'entretenir régulièrement pour l'ensemble des marquises. Et à chaque fois, on gagne un site supplémentaire à chaque Matavaa. Donc eux, ils pensent que ça a toujours été là. Ils ne savent pas que les anciens ont eu honte. Ils ne savent pas qu'ils ont été obligés de partir à un moment de leur archipel parce qu'il n'y avait pas de travail aux marquises et qu'il fallait venir à Triti. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de marquisiens à Triti. Et puis, ils n'ont pas connu tout ça. Donc, ils n'ont pas connu la dépopulation. Aujourd'hui, les marquisiens, les jeunes marquisiens sont fiers. Et ça, c'est la réponse à mon frère. Oui, ils sont fiers. Et ils ont raison d'être fiers. Conscients de tout ça aussi, nous avons eu beaucoup de scientifiques qui sont venus nous voir, qui ont fait des études et sont arrivés aux conclusions que, comme c'était justement un archipel éloigné, il y avait un fort taux d'endémisme en termes de nature. Donc, du coup, on s'était dit que c'était important aussi de préserver la nature. Et c'est pour ça que nous avons donc demandé à inscrire notre patrimoine, notre archipel au patrimoine mondial de l'humanité. Parce que pour nous, la nature et la culture sont indissociables. Donc il était temps de mettre cette nature en avant. Et puis il faut arrêter de parler des marquises. C'est bien, on parle de Brel, on parle de Gauguin. Quand on parle des marquises, on évoque Brel et Gauguin. Vous savez, les marquisiens, ils aimeraient bien qu'on parle aussi de leur nature et de leur culture. Et donc, c'est une façon d'avoir cette reconnaissance. Alors, il y a, lors des divers séminaires que nous avons eus sur l'UNESCO, 42 sites ont été choisis, identifiés, parce qu'ils étaient importants pour nous. Ils sont les témoins du passé, mais aussi aujourd'hui les témoins du présent. On vit avec leur mana, leur pouvoir, c'est le pouvoir des pierres. Et aussi de la nature qui les entoure, puisque autour de ces sites, à chaque fois, vous voyez des banians magnifiques. Il y en a un très beau à Hatiheu, qui a 600 ans. Et donc, c'est une manière de reconnaître cette nature et cette culture exceptionnelle. Je vais aussi faire un petit aparté en disant que, effectivement, je crois qu'on a tous, mon message, ce serait de dire qu'on a tous une pierre à amener à l'édifice de la vie, qu'on n'est pas là par hasard. Je n'ai pas été aux Marquises par hasard, on m'y a envoyé, l'univers m'a envoyé. J'ai trouvé mes racines là-bas. J'espère que vous trouverez aussi vos racines, où que vous soyez. Les anciens avaient l'habitude de dire que quand on passe une montagne, à chaque fois qu'on va dans une autre vallée, il faut prévenir les Tupuna, les anciens, qu'on arrive. Et donc, on doit pousser un cri. Et quand on s'en va, on doit aussi les prévenir qu'on s'en va. Et ce cri, c'est « Tanaoa e tu o kaki! E tu o kaki! E tu o kaki! » Merci, koutou.